Elle va être longue cette vidéo, ça fait des semaines que je la ressasse, mais je voulais tourner en extérieur et puis la météo ne s'y prêtait guère. Et comme j'avais beaucoup de choses à raconter sur l'intelligence artificielle, j'ai essayé de faire plus court et au bout d'un moment je me suis dit tant pis pour l'algorithme de YouTube et tant pis pour la longueur. Voilà, vous pourrez la regarder en plusieurs fois si ça vous intéresse, je vais quand même mettre des chapitres. L'intelligence artificielle et l'imagination au pouvoir. C'est ça mon idée de départ, et du coup on va faire ça en plusieurs parties. La première, celle que j'ai failli couper, je me suis posé la question pendant longtemps, mais finalement non, c'est un peu de contexte. Quelque chose qui n'a rien à voir, ni avec l'intelligence artificielle, ni avec la musique, mais cette intelligence artificielle qui semble potentiellement pouvoir bouleverser énormément de choses, maintenant que c'est un outil facilement accessible à tous, arrive dans un contexte qui est quand même particulier par rapport aux dernières innovations majeures. On pourrait même remonter à l'imprimerie. Certains n'hésitent pas à comparer l'importance du bouleversement. Et c'est pour ça que j'ai choisi de conserver quand même une première partie un peu contextuelle. Dans quel moment on se situe pour voir survenir cette intelligence artificielle. Et puis ensuite, c'est ça qui nous amènera à essayer d'avoir un peu des informations qui est devenue une denrée extrêmement rare aujourd'hui, qui permettent de comparer l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine, de voir dans quelle mesure l'une et l'autre peuvent se rencontrer, se superposer. Ensuite, on parlera de musique, quand même, parce que toutes ces IA dites génératives, elles permettent de produire de la musique, de produire des textes, d'améliorer la musique, de faire du son. Donc il faudra voir un petit peu quelles sont les attitudes possibles par rapport au pouvoir de création de l'intelligence artificielle. Et enfin, dans une dernière partie, on abordera les questions juridiques. Comment encadrer ça juridiquement par le droit de la propriété intellectuelle. Mais avant un peu de contexte, bonjour. L'intelligence artificielle et l'imagination au pouvoir. J'ai voulu relier les deux parce que l'imagination au pouvoir, c'était un des grands slogans de 1968, à une époque où la jeunesse, les gens qui avaient une vingtaine d'années, en avaient un petit peu marre des parents, du caractère austère, dur, rigide, de la société dans laquelle ils ont grandi, parce qu'évidemment leurs parents avaient beaucoup souffert de la Seconde Guerre mondiale, et même pour certains d'entre eux aussi de la Première, directement ou indirectement. Et à la fin des années 60, les jeunes, ils en avaient un petit peu marre de tout ça, et puis ils voulaient un peu plus de fun, un peu plus d'originalité, un peu plus de fantaisie. Et d'où ce slogan, mettons l'imagination au pouvoir. Et puis même si les élections qui ont succédé de peu de temps après les événements de mai 68 ont amené au pouvoir un parti de l'ordre, parce que pas mal de Français avaient eu peur. Et puis il ne faut pas oublier non plus qu'à l'époque, la majorité était à 21 ans, qui était l'âge pour voter. Il faudra attendre Giscard d'Estaing pour que ça descende à 18 ans. Ce qui est d'ailleurs une des raisons qui lui ont fait perdre l'élection de 81, parce qu'il a lui-même apporté plusieurs millions de nouveaux électeurs jeunes qui n'étaient pas forcément adeptes de ses idées. Mais en 1968, les élections amènent au pouvoir le Parti de l'Ordre, mais malgré ça, dans les années qui ont suivi, les années 70, une bonne partie des années 80, nous avons vécu, nous en France, parce que c'est loin d'être vrai de beaucoup de partis dans le monde, mais en France, nous avons vécu dans une société qui était une société de la promesse. Et qui plus est de la promesse tenue, les choses s'amélioraient régulièrement, la situation matérielle, professionnelle des individus, ça allait plutôt pas mal, même si on peut en profiter au passage pour tordre le cou à un mythe qui est celui, j'ai encore entendu un politicien dire ça il n'y a pas longtemps à la radio, parler du plein emploi des 30 glorieuses, années 50, 60, 70. Évidemment, c'est un mythe. À l'époque, le plein emploi dont il était question, c'était le plein emploi des hommes. Il ne faut pas oublier que les femmes n'ont obtenu le droit de travailler, d'avoir leur propre compte en banque sans l'autorisation écrite de leur mari qu'à partir de 1965.
Mais justement, cette année 65, ça faisait partie de ces progrès, de ces améliorations de l'époque, de même que quelques années plus tard, la contraception, l'avortement, un peu plus de liberté pour les individus. Donc c'était cette société qui était une société de la promesse, et de la promesse majoritairement tenue. Les choses ont commencé à se compliquer un peu avec quelques nuages dans les années 80. D'abord, évidemment, l'apparition du sida, qui a refroidi pas mal des ardeurs 68ardes. Et quelques années plus tard, l'accident de Tchernobyl, vous savez, ce fameux nuage radioactif qui ne pouvait pas passer la frontière, comme s'il était arrêté par la ligne Maginot. S'en est suivi l'effondrement de l'Union soviétique, l'accident de Tchernobyl étant d'ailleurs un des facteurs de cet effondrement, parce que ça a coûté très très cher. Mikhail Gorbatchev, quelques années plus tard, a parlé de 18 milliards de roubles qu'il a fallu sortir pour parer au plus pressé. Alors 18 milliards de roubles en 1986, ça fait à peu près 60 milliards d'euros en 2023. Donc c'est quand même beaucoup d'argent. Effondrement de l'Union soviétique, et les choses commencent vraiment à changer à partir du début des années 90. Moi, ce qui m'a frappé, c'était en 1991, la première guerre d'Irak, quand l'Irak a envahi le Koweït. Et là, dans les grands médias français, on a constaté que la part donnée à l'actualité, aux rédactions, aux journalistes, la part d'antenne s'est nettement augmentée. Et ça, c'était dû en partie au fait que durant ce conflit, la chaîne américaine CNN, qui était la première chaîne d'information en continu, historiquement, elle a été créée au tout début des années 80. En France, on avait déjà France Info, qui avait été créée un peu en réponse à la fin des années 80. Mais là, d'un seul coup, il y a ce conflit qui arrive avec les États-Unis qui interviennent en Irak. Donc, les rédactions en profitent pour grappiller du temps d'antenne supplémentaire. Mais une fois le conflit terminé, parce qu'il n'a pas duré très très longtemps, ce temps d'antenne supplémentaire accordé à l'information, à l'actualité, n'a pas totalement été restitué par les rédactions. Ils ont gardé pour eux, ils avaient réussi à faire en sorte, parce qu'avant, un journal important, même le journal de 13 heures sur des grandes chaînes, ça durait un quart d'heure, 20 minutes, enfin je parle de radio là. La télé, c'était une demi-heure. Aujourd'hui, on voit bien que c'est plus facilement 1 heure. Donc il y a eu cette extension de ce temps. Mais comme l'actualité avec la fin de la guerre au Koweït s'était calmée, il n'y avait pas forcément de quoi remplir tout ce temps d'actualité. Et c'est là qu'on a vu apparaître petit à petit, à côté de l'information proprement dite, le commentaire de l'information. Et la part du commentaire par rapport à l'information elle-même, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé, à quel endroit, qui, quoi, comment, ce commentaire a commencé à s'étendre doucement et puis à arriver à une espèce d'apogée avec les attentats du World Trade Center à New York le 11 septembre 2001. Et à force de commentaires, je constate qu'aujourd'hui, bien des années plus tard, et qu'il y a beaucoup plus de commentaires que d'informations, et puis les réseaux sociaux qui sont apparus à partir des années 2000 n'ont pas vraiment aidé non plus, commenter. Le commentaire est devenu totalement prédominant et a phagocyté l'information elle-même. Et cette société de la promesse s'est petit à petit transformée en une société, là je vais utiliser le mot que j'entends de plus en plus souvent dans les zones d'information, justement, des médias, qui est le mot menace. Nous sommes devenus une société qu'on imagine comme une société de la menace. Ça a été évidemment la menace terroriste pendant longtemps, la menace extrémiste, la menace islamiste, plus récemment la menace épidémique, entre les deux la menace climatique, plus les menaces économiques et plus récemment avec le déclenchement de l'opération spéciale en Ukraine, la menace nucléaire qu'on voit ressurgir à intervalles réguliers. Et face à des menaces, l'autre mot qui est devenu un des plus utilisés, c'est le mot urgence. Là encore, urgence climatique, urgence sociale, urgence sanitaire, urgence économique, urgence. Quand on fait quelque chose dans l'urgence, ça veut dire qu'on n'est pas en train d'agir, en fait, qu'on est simplement en train de réagir. C'est pas idéal. Et c'est là que j'ai repensé à l'imagination au pouvoir. Les 68 arts,
vivait dans une société qui était une société de la promesse et réclamait l'imagination au pouvoir. Et on en vient à se demander, avec toutes ces menaces et toutes ces urgences, si finalement, ils n'ont pas réussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on agit, que ce soit individuellement ou collectivement, par rapport à ce qu'on imagine qui pourrait se passer. C'est dans ce sens-là où, paradoxalement, dans cette société de la menace, l'imagination est au pouvoir. Et là, dernière en date, la menace technologique. Attention, l'intelligence artificielle peut détruire le monde, elle peut détruire l'humanité, elle peut détruire. Peut-être, mais peut-être pas. Donc attention à l'imagination. Et c'est pour ça que je voulais commencer par cette petite bulle contextuelle pour souligner que notre société aujourd'hui est véritablement en mode panique sur à peu près tous les sujets. C'est dans cette société en mode panique qu'arrive l'intelligence artificielle. Et comme le commentaire a fait pratiquement disparaître l'information, on a vraiment l'impression d'avoir donné un coup de pied dans la fourmilière, ça court dans tous les sens, et ce que j'ai essayé de faire, c'est d'avoir un petit peu d'information. D'information, d'abord sur l'intelligence tout court. C'est quoi, au fond, l'intelligence? Et pour parler de ça, j'ai envie d'en appeler à un monsieur qui a vécu partiellement sur le XVIIIe et le XIXe siècle, qui s'appelait Joseph Jacotot. Et ce monsieur Joseph Jacotot, au début du XIXe siècle, il a été obligé, pour des raisons politiques, de quitter la France, de s'exiler, et il est parti en Belgique, en pays flamand. Le seul travail qu'il a trouvé là-bas a été de devenir professeur de français pour des étudiants flamands. Le problème que ça lui posait est que ces étudiants, bien évidemment, ne parlaient pas le français, sinon ils n'auraient pas été là pour l'apprendre, et lui-même ne parlait pas un mot de flamand. Et il s'est dit, comment je vais pouvoir faire ça? Et l'idée qu'il a eue a consisté à leur faire apprendre par cœur des textes. Et il a commencé par le premier chapitre du livre Télémaque de Fénelon, dont la première phrase est « Calypso ne pouvait se consoler du départ d'Ulysse ». S'il écrivait ça aujourd'hui, peut-être que les héritiers d'Homère chercheraient à récupérer des droits d'auteur. Enfin, c'était une autre époque. Calypso ne pouvait se consoler du départ d'Ulysse. Et pour leur faire apprendre ça, il leur a fait apprendre par cœur, mot par mot, en leur faisant répéter. Donc il leur disait Calypso, alors toute la classe, Calypso, Calypso ne, Calypso ne, Calypso ne pouvait, Calypso ne pouvait, etc., etc. Ça lui permettait à lui de s'assurer qu'ils apprenaient bien par cœur le texte. Et quand ils ont fini d'apprendre le premier chapitre, il leur a demandé de faire un résumé en français par écrit. Et là, il ne savait pas du tout à quoi s'attendre. Il pensait que ça allait être une catastrophe et que ça marquerait sans doute la fin de sa brève carrière de professeur de français. Et à son grand étonnement, la quasi-totalité des étudiants ont rendu un résumé dans un français impeccable. C'était au-delà de toutes ses espérances. Et ça l'a tellement surpris qu'il a commencé à réfléchir là-dessus et qu'au fil des années qui ont suivi, il a élaboré une méthode pédagogique qu'on trouve aujourd'hui, je pense, librement sur le site de la Bibliothèque nationale, qu'il a appelée la méthode Jacotot. Une méthode pour apprendre tout un tas de choses. Après, il s'est intéressé aux mathématiques, aux langues, à tout un tas de trucs. Et cette méthode s'appuyait sur deux grands principes que Jacotot avait établis. Le premier était qu'il est possible d'enseigner ce que l'on ignore. Et ça, à son époque, c'était très important parce que la France était encore un pays majoritairement illettré et il voulait absolument trouver un moyen de permettre à des gens d'apprendre à lire et à écrire à leurs enfants alors qu'eux-mêmes ne savaient ni lire ni écrire. Et il a réussi ça, Jacotot. Et son deuxième postulat de départ, qui aujourd'hui encore, même 200 ans plus tard, peut paraître au minimum surprenant, voire choquant, je vous préviens, asseyez-vous. Son deuxième postulat était qu'il n'existe pas de hiérarchie des intelligences. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'être humain qui soit plus intelligent qu'un autre. En fait, c'est toujours la même intelligence qui fonctionne, mais parfois, dans certains cas, cette intelligence produit quelque chose, donne un résultat que la société trouve admirable, merveilleux, génial, fantastique.
Et puis dans d'autres cas, la société trouve ça absolument minable, méprisable, voire condamnable et doit absolument être empêché. Mais ce qui découle de l'idée même de Jacques Otto, c'est que dans tous les cas, c'est la même intelligence qui est à l'œuvre. C'est simplement ce qu'elle produit, qui, selon son acceptation sociale, va être jugé merveilleux ou lamentable. Quand on voit arriver cette intelligence artificielle, on est bien obligé de se reposer la question. Cette question de qu'est-ce que l'intelligence? Est-ce qu'il y a des différences d'intelligence d'une personne à l'autre? Parce que souvent, quelqu'un qui apparaît comme intelligent est en fait quelqu'un qui fait un usage socialement habile, respecté par la société, de sa mémoire. Parce qu'il connaît beaucoup de mots, il se rappelle de beaucoup de choses, il est capable de parler avec aisance. Et ça, c'est une utilisation rusée de sa mémoire, habile. Si c'est pas, parce que rusé, ça pourrait être connoté négativement. Disons une utilisation habile de la mémoire. Et on se dit à cette personne-là, qu'est-ce qu'elle est intelligente? Mais est-ce que c'est vraiment ça l'intelligence, ou est-ce qu'au contraire, comme le pensait Jacques Otto, c'est la même intelligence qui est utilisée d'une manière qui est perçue par la société, plus ou moins agréablement? Et je pense que c'est une bonne époque pour ressortir ces idées de Jacques Otto et puis réfléchir un petit peu là-dessus. Deuxième chose que j'ai essayé de savoir sur l'intelligence artificielle, déjà c'est l'origine de l'expression. Parce que intelligence artificielle, quand on parle français, comme on est en train de le faire, c'est pas l'expression d'origine, c'est une traduction de l'américain Artificial Intelligence, qui date des années 50, qui a été, paraît-il, pour la première fois utilisée au Massachusetts Institute of Technology. Mais en anglais, le mot intelligence ne recouvre pas tout à fait la signification et les implications que ça a en français avec le mot intelligence. C'est pas tout à fait la même chose. Souvent en anglais, quand on veut parler justement d'une personne ou d'un propos qui nous paraît intelligent, intelligent n'est pas le premier mot qui vient. On va plutôt dire bright, brilliant, smart. D'ailleurs, ce qu'on appelle en français les contrats intelligents sur la blockchain, l'original anglais, c'est smart contracts, pas intelligent contracts. Parce que dans smart, il y a un peu ce côté malin, au sens de rusé, justement. Et puis, il y a aussi une certaine autonomie qui est bien marquée dans les contrats. C'est des contrats qui sont autonomes, sont capables de faire des choses tout seuls, spontanément. Et ils ont donc une certaine liberté. Intelligent, en anglais, c'est pas tout à fait ça, et ça se voit. Une des institutions les plus connues aux États-Unis, c'est la CIA, merci Hollywood, Central Intelligence Agency, l'agence centrale du renseignement. Pas de l'intelligence, du renseignement. Et d'ailleurs, même dans cette traduction-là, agence centrale du renseignement, je ne suis pas sûr de savoir ce qui est central. Est-ce que c'est l'agence ou est-ce que c'est le renseignement? Dans le sens où l'agence, son travail est de centraliser, de récupérer toutes les informations possibles de sources extrêmement variées pour les comparer, les mesurer, les évaluer, en faire des analyses statistiques, probabilistes, et à partir de là, essayer de formuler des idées, des hypothèses qui vont être à la fois pertinentes et utiles dans le sens où elles vont donner un avantage à qui détient certaines informations que les autres ne détiendraient pas parce qu'on prend bien soin de les leur cacher. C'est comme ça que fonctionne l'intelligence artificielle. C'est ce qu'on nous dit. Certains parlent même de perroquet stochastique. J'aime bien cette expression pour dire que l'intelligence artificielle fournit quelque chose qui est statistiquement la réponse la plus probable par rapport à la question qui a été posée ou à la demande qui a été faite. Et cette manière d'utiliser l'intelligence statistique et probabiliste est quelque chose que l'être humain a appris à faire au cours des siècles, mais qui n'est pas du tout la manière spontanée de fonctionner de l'être humain. Et là, ça vaut le coup de lire les neurologues et les neurosciences qui nous expliquent en gros que le cerveau humain, déjà spontanément, n'est pas doué du tout pour les statistiques et les probabilités, et des études ont montré que même des étudiants en mathématiques statistiques, et plus encore, c'est ça qui est marrant, leurs enseignants sont capables de faire de grosses erreurs
quand on leur demande justement de répondre à une question statistique, mais un peu sans trop réfléchir, comme ça, au pifomètre. Et là, ils se plantent beaucoup. Je peux vous donner un exemple. Imaginez, vous avez un sac. Et dans ce sac, il y a 3 billes. 2 billes rouges et 1 bille bleue. Vous mettez la main dans le sac, on vous demande de prendre 2 billes. À votre avis, quelle est la plus grande probabilité d'avoir 2 billes rouges ou d'avoir 1 bille rouge et 1 bille bleue? Comme ça, spontanément, sans réfléchir. La plupart des êtres humains, là, vont faire une erreur, vont dire bah, ça va être plutôt les 2 billes rouges. Parce qu'il y a 2 billes rouges dans le sac, alors qu'il n'y a qu'une seule bille bleue, donc si j'en prends que 2... Sauf qu'en fait, non, c'est le contraire. Hein, vous prenez 2 billes, il y a la bille numéro 1, la bille numéro 2. La bille numéro 1, si elle est rouge, la deuxième bille peut être soit rouge, soit bleue. Alors que si la bille numéro 1 est bleue, la bille numéro 2 ne peut être que rouge. Donc, si on fait un tableau des possibilités, on se retrouve soit avec rouge-rouge, rouge-bleu, bleu-rouge. Donc, on voit qu'il y a 2 chances sur 3 d'avoir une bille rouge et une bille bleue, alors qu'il n'y a qu'une seule chance sur 3 d'avoir les 2 billes rouges. Ça, c'est ce que disent les statistiques. Mais ce n'est pas très intuitif. Parce que justement, l'esprit humain, il fonctionne beaucoup sur l'intuition. Il ne cherche pas à évaluer un grand nombre de paramètres. Au contraire, l'esprit humain cherche à réduire le nombre de paramètres. Ça vous est déjà arrivé, vous êtes au supermarché, vous vous retrouvez devant 80 marques de dentifrice, vous ne regardez pas chacune des différentes options possibles en regardant la composition, comparant avec le prix, la quantité, etc. Ça va être... Et en plus, ce mécanisme de décision, est quelque chose qui est largement inconscient. Là encore, des neurologues ont montré avec de l'imagerie médicale, en analysant le cerveau de quelqu'un en train de prendre une décision, que en fait, la prise de décision est faite par le cerveau dans un laps de temps avant qu'on en ait conscience, qui peut aller jusqu'à 10 secondes. Ça peut être entre 7 et 10 secondes avant qu'on ait l'impression d'avoir pris une décision et qu'on tende le bras pour prendre le tube de dentifrice. En fait, notre cerveau a déjà pris la décision de manière inconsciente 10 secondes plus tôt quand on est arrivé dans le rayon. Ça, c'est la façon dont fonctionne l'être humain. Je peux vous donner un autre exemple aussi pour que ça soit un peu plus évident. Si je vous donne une phrase, par exemple, Pierre et Marie se sont mariés et Marie est tombée enceinte. Dans cette phrase, il y a 2 fois le mot « et ». Pierre et Marie est tombée enceinte. Mais on sent tout de suite que ces 2 « et » ne sont pas de même nature. Dans Pierre et Marie, c'est un « et » simplement logique, mathématique, c'est une addition, Pierre plus Marie. Alors que l'autre, et Marie est tombée enceinte, celui-ci est très différent, parce qu'il a une dimension chronologique, Pierre et Marie se sont mariés, et ensuite Marie est tombée enceinte, et il a aussi une dimension de causalité. Ils se sont mariés, donc quelque part, ce n'était pas étonnant, c'était logique qu'un peu plus tard, Marie tombe enceinte. Et ce rapport entre chronologie et causalité, on le sent aussi si on met la phrase dans l'autre sens. Marie est tombée enceinte et Pierre et Marie se sont mariés. Et là, on a même commencé à avoir l'impression que le fait qu'elle soit tombée enceinte alors qu'ils n'étaient pas mariés est une des raisons pour lesquelles ils se sont mariés. Donc ces 2 « et » ne sont pas du tout de même nature, mais intuitivement, on le sait. Alors intuitivement, ça veut dire qu'on sait quelque chose, et comme disait Jean-Paul Sartre, savoir, c'est savoir qu'on sait. On agit en fonction de ce savoir, il est déterminant de notre action, mais on n'est pas capable de dire comment on le sait. Les 2 « et », Pierre et Marie est tombée enceinte, sont très différents, on le sait, c'est tout. Comment on le sait? Mystère. L'esprit humain fonctionne de cette manière-là. Et la deuxième chose que l'esprit humain fait en permanence et de façon principalement inconsciente, c'est d'évaluer la complexité de la situation dans laquelle il se trouve. Et en plus d'évaluer cette complexité, il évalue l'écart qu'il y a entre la complexité qu'il observe, c'est-à-dire celle à laquelle il est concrètement confronté, et la complexité à laquelle il s'attend.
Et lorsque cet écart devient trop grand, là, le cerveau déclenche une espèce de mécanisme d'alarme. Là encore, un exemple sera plus parlant. Imaginez que cette semaine, au tirage du loto, les 6 bons numéros soient 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'un point de vue des mathématiques, des statistiques, des probabilités, aucun problème. La probabilité que les 6 bons numéros du loto soient 1, 2, 3, 4, 5, 6 n'est ni plus grande, ni moins grande que n'importe quelle autre suite de numéros. Mais, pour l'esprit humain, il y a une différence qui est que 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est très facile à mémoriser. Ça ne nécessite pas beaucoup d'énergie pour s'en souvenir. On va s'en rappeler facilement. Alors que mémoriser les 6 bons numéros du loto, il faut faire un effort, il faut avoir une bonne raison pour le faire. Donc la complexité observée, 1, 2, 3, 4, 5, 6, est très écartée de la complexité à laquelle on s'attend, une suite de numéros dont je n'arrive pas à me rappeler. Et quand cet écart entre complexité observée et complexité attendue devient trop grand, là le cerveau déclenche un truc qui est de l'ordre de « c'est bizarre quand même ». Il y a un truc qui n'est pas normal. Il y a un truc qui ne va pas. À tel point qu'il y a quelques années, dans un pays de l'Est, je ne sais plus si c'était la Hongrie ou la Bulgarie, les 6 bons numéros du loto ont été les mêmes 2 semaines de suite. Là encore, d'un point de vue probabiliste statistique, aucun problème. C'est normal, il n'y a rien d'étonnant. Mais pour l'esprit humain, quand même, les 6 mêmes numéros 2 semaines de suite, on ne me la fait pas, moi. C'est passé quelque chose. Un truc qui ne va pas. Et donc, dans ce pays-là, à l'époque, il y a eu une commission d'enquête pour s'assurer qu'il n'y avait pas eu une embrouille. Et un autre exemple, parce que celui-là, je le trouve aussi assez parlant, est du monde de la musique. Il y a quelques semaines, je suis tombé sur une vidéo d'un youtubeur français qui est un pianiste de jazz, qui a fait une vidéo avec un titre assez provocateur, qui était l'effondrement de la qualité des génériques de James Bond. Et là-dedans, il compare les suites harmoniques et la façon dont sont construits un certain nombre de thèmes de James Bond anciens avec les plus récents, principalement le dernier, celui de Billie Eilish. Et là, il trouve que vraiment, le titre de Billie Eilish, c'est n'importe quoi. Il y a 3 accords qui sont toujours les mêmes, qui tournent en boucle pendant 4 minutes. En plus, bon, il n'a pas l'air de trop aimer sa voix, mais bon, ça c'est chacun son truc. Donc, il n'aime pas ça. Mais peu importe la discussion musicale. Mais la discussion neurologique, elle est intéressante parce qu'on est dans la même situation. On a une personne qui est un pianiste de jazz, donc qui est quelqu'un qui maîtrise bien l'harmonie, la théorie musicale et toutes ces choses-là, le cycle des quintes, etc. Il maîtrise ça sur le bout des doigts, c'est le cas de le dire. Et d'un autre côté, il sait aussi, comme chacun d'entre nous, que les films de la série James Bond, ce sont des blockbusters, c'est-à-dire qu'il y a énormément de budget, qu'il y a très peu de contraintes de budget en tout cas, et que ce sont des films pour lesquels la plus grande attention est portée à chaque détail, y compris évidemment à la musique en plus, avec ce caractère particulier de James Bond où la musique est devenue, au fil des années, un élément très important. Donc on se dit que des gens qui n'ont pas vraiment de contraintes budgétaires peuvent se permettre de prendre tout le temps qu'il faut et d'évaluer toutes les possibilités, etc. etc. Et là, on est précisément, d'un point de vue neurologique, dans ce cas de figure. Il y a, en tant que pianiste de jazz, et sachant qu'il n'y a pas de contraintes de budget, il s'attend à une complexité harmonique qui est à un certain niveau, mais la complexité qu'il observe dans les 2 derniers James Bond, qui sont ceux qu'il critique plus particulièrement, le titre de Billie Eilish et aussi celui d'Adèle, dans une certaine mesure, où là, il constate que la complexité harmonique musicale est très en dessous de celle qu'il attend. Et à partir de là, il en déduit, il y a quelque chose qui ne va pas, mais lui parle carrément d'effondrement, c'est la fin du monde, c'est vraiment minable ce qu'ils font aujourd'hui, ils se moquent du bon peuple. Mais c'est le même fonctionnement de l'esprit humain qui est à l'œuvre, cet écart entre la complexité attendue et la complexité observée qui déclenche un signal d'alarme, il y a quelque chose qui ne va pas. Et finalement, quand on regarde un peu tout ça,
on en vient à se dire que, d'accord, l'esprit humain ne fonctionne pas du tout comme une intelligence artificielle, puisque l'esprit humain n'est pas bon pour les statistiques et les probabilités. Et en même temps, comme dirait l'autre, utiliser son intelligence de manière probabiliste et statistique, c'est quelque chose qu'on nous demande à l'école pour nous former à aller au travail. Dans le milieu professionnel, c'est quelque chose qu'on va nous demander parce que cette manière d'utiliser son intelligence probabiliste, statistique, en prenant en compte le plus grand nombre possible de paramètres, est quelque chose qui est très pertinent et qui est très bien pour expliquer et comprendre le passé. Mais par contre, statistique, probabilité pour expliquer le futur, ça ne marche pas vraiment mieux que le simple hasard. Le hasard, ça veut dire qu'on aurait 50% de réussite, et souvent, avec une analyse statistique probabiliste, on n'arrive pas à 50% de réussite. Alors qu'avec l'intuition, on est plutôt à 60%, bizarrement. Mais dans le domaine professionnel, parce qu'il y a des risques et des lois qui font qu'il faut protéger les choses, qu'on a des responsabilités, donc il y a tout un mécanisme qui fait qu'on nous impose d'utiliser notre intelligence de manière artificielle, en fait. Et on nous l'apprend dès l'école. Et c'est pour ça que peut-être l'intelligence artificielle constitue effectivement une menace pour un très grand nombre d'emplois, en tout cas dans le secteur tertiaire, parce que la machine, l'ordinateur, dans ce milieu-là, est dans son milieu naturel. C'est l'être humain qui utilise son intelligence de manière artificielle. La machine, elle est dans son élément naturel. Donc, forcément, elle est meilleure. Et sa mémoire est infaillible. Donc, là, il y a une vraie différence, mais ça va nous amener à nécessairement devoir repenser un certain nombre de choses au niveau même de l'organisation de la société. En tout cas, c'est un espoir. On peut en venir maintenant à l'intelligence artificielle dans le milieu musical. Alors là, autour de moi, il y a deux écoles qui s'affrontent. D'un côté, les artistes, les musiciens, les autres ingénieurs du son avec qui j'ai des conversations qui sont assez unanimes pour dire non, mais de toute façon, il n'y a pas de danger, l'intelligence artificielle ne pourra jamais susciter véritablement la même émotion que ce qu'un être humain est capable de faire en matière de composition musicale, d'écriture de paroles, d'arrangement, peut-être même de mixage, de choses comme ça. Alors ça, je l'entends. Oui, on peut être partiellement d'accord avec ça, mais le problème que ça pose, je trouve, c'est que ça, c'est une attitude de fan, ou au minimum de mélomane. C'est-à-dire que c'est peut-être vrai pour des gens pour qui le fait d'écouter de la musique est une activité à part entière, exactement comme lire un livre ou aller au cinéma. On se plonge totalement dans l'écoute, et ensuite, on en discute avec la famille, avec les copains, dire qu'est-ce que tu as pensé de ça. Et ça, c'est ce qu'on faisait. Moi, quand j'étais gamin, effectivement, c'était comme ça. Il y avait un copain qui disait « Ah, j'ai acheté le nouvel album de trucs au bidule », et puis on allait chez lui le soir après les devoirs, et on s'asseyait et on écoutait. On faisait que ça, on ne faisait pas autre chose pendant qu'il y avait de la musique. Simplement, on se taisait et on écoutait. Exactement comme on lit un livre, c'était vraiment la même chose. Il faut se plonger dedans, sinon on ne peut pas lire un livre en même temps qu'on fait la vaisselle. Et donc pour les gens qui font cet usage-là de la musique, c'est sans doute peut-être là que c'est le plus vrai, on va dire. Mais ces gens-là, au fil des années, c'est devenu une ultra-minorité. Parce qu'il y a tellement de musique partout. Et il y a tellement de gens qui utilisent la musique, et là, on va les diviser en deux. Il y a d'un côté le public qui utilise la musique comme bruit de fond pendant qu'il fait autre chose, alors d'autant plus dans une société en mode panique, où apparemment pas mal de gens n'aiment pas se retrouver seuls dans le silence, parce qu'à ce moment-là, ils sont obligés de se retrouver face à eux-mêmes. Et apparemment, pour beaucoup de personnes, c'est une rencontre difficile qu'on cherche un peu à éviter. Mais enfin, en même temps, on peut se dire que si vous ne vous sentez pas bien quand vous êtes seul, c'est que vous êtes en mauvaise compagnie. Bon. Et ces personnes-là vont utiliser de la musique comme bruit de fond. Ce qui est d'ailleurs l'origine du succès des playlists sur les plateformes de streaming. Parce qu'au début, les plateformes de streaming, les premières plateformes de streaming ont
organiser les playlists exactement comme on rangeait les disques physiques chez les disquaires, par genre musical, rock, rap, reggae, etc. Mais ça ne marchait pas, personne n'écoutait les playlists. Là-dessus, ils ont rajouté ensuite les playlists chronologiques, musique des années 60, 70, 80, etc. Mais pas mieux. Et puis à un moment donné, ils ont eu cette idée de faire des playlists thématiques. Musique pour faire du sport, musique pour travailler, se concentrer, musique pour faire le ménage, musique pour un dîner romantique aux chandelles. Ça a marché. Et pour toutes les personnes qui utilisent la musique comme ça, en bruit de fond, finalement, et si on pense à tous les professionnels qui utilisent de la musique, donc qui payent pour utiliser de la musique, alors tous les professionnels, c'est les commerces, les restaurants, les parkings, les entreprises, les attentes téléphoniques, tout ça, il faut payer le droit d'utiliser de la musique. Et en même temps, les consommateurs, les clients de ces gens-là n'en ont rien à faire de la musique. Vous n'allez pas au restaurant pour écouter de la musique. Donc après tout, là encore, à tous ces professionnels à qui on demande certaines sommes d'argent tous les ans pour avoir le droit d'utiliser de la musique, on pourrait très bien dire, attendez, moi j'ai une solution, intelligence artificielle, ça ne coûte rien, enfin ça coûtera beaucoup moins, parce qu'il n'y aura pas les droits à payer, puisqu'il n'y a plus de producteurs, il n'y a plus d'artistes, et il n'y a plus d'auteurs. Eux, ça les intéresse. Après, il y a le monde de la publicité. Ça, c'est déjà parti. À l'heure où je fais cette vidéo, la première publicité entièrement générée par intelligence artificielle, y compris l'image et le son, a déjà été diffusée. Ça veut dire aucun technicien, pas de caméra, pas de décor, pas de comédien, pas de compositeur pour la musique, tout fait par intelligence artificielle. Donc ça, les agences de publicité, on voit mal comment elles ne pourraient pas essayer de tirer parti de cette chose-là. Et puis vous avez même les plateformes de streaming. Imaginez que vous êtes à la tête de Spotify. Vous êtes patron d'une entreprise ou patronne d'une entreprise qui, de toute son histoire, n'a jamais été rentable. Avec des creux parfois monumentaux, 1,2 milliard en 2017, 365 millions en 2022, c'est l'hécatombe. Et d'un seul coup, on vous dit, bah tiens, il y a une solution, on pourrait faire un abonnement vraiment pas cher pour justement tous les gens qui mettent de la musique sans vouloir l'écouter, mais juste pour avoir un bruit de fond, 3,99 par mois. Et peut-être que ça, étant donné qu'il n'y aurait que les frais techniques et pas les coûts de droit à payer, peut-être c'est un chemin vers la rentabilité. Et même si vous ajoutez 1 euro par mois, 4,99, en prime, vous aurez un animateur, aussi par une intelligence artificielle, avec des voix qui sont très impressionnantes. Spotify a racheté la société Sonantic, je ne sais pas comment ça se prononce, qui fait de l'intelligence artificielle vocale hyper réaliste. Et ils ont annoncé, c'est encore dans les tuyaux, mais ça va venir, des animateurs virtuels. Ça veut dire que vous aurez de la musique générée par une intelligence artificielle, un animateur virtuel ou une animatrice virtuelle qui pourra vous raconter des blagues, vous donner quelques infos, et puis la météo, ce genre de trucs, les cours de la bourse, ou je ne sais quoi, ce qui vous intéresse, quoi, les résultats sportifs, les sorties au cinéma, plein de choses. Et ça pour 4,99 par mois. Alors dans un contexte où la crise économique, tout le monde dit qu'elle est au coin du bois, bah, finalement ça pourrait intéresser pas mal de gens aussi. Donc à suivre à ce niveau-là. Et enfin, dernière partie, l'aspect juridique des choses. Comment essayer de faire payer les éditeurs de logiciels d'intelligence ou de raisonnement artificiel. Là, il y a eu plusieurs études qui ont été faites, une très bien d'ailleurs par le Centre national de la musique en France qui explorait toutes les pistes envisageables. Alors, dans un premier temps, celle qui semble la plus spontanément la plus favorable, c'est celle qui consiste à considérer les éditeurs de logiciels d'intelligence artificielle comme des utilisateurs de musique. Ils sont comme n'importe quel autre commerçant, comme le restaurateur dont je parlais tout à l'heure, qui met de la musique dans son restaurant. Eux, ils ont une intelligence artificielle, c'est ça leur activité commerciale, ils vendent l'accès à cette intelligence artificielle, mais ils ont besoin de l'entraîner. Et pour ça, ils utilisent parfois
souvent, des œuvres qui sont protégées par le droit de la propriété intellectuelle, donc ils deviennent des utilisateurs de ces œuvres, donc ils doivent payer le droit d'utiliser ces œuvres. À chaque fois, les 3 personnes qu'il faut payer, systématiquement, l'auteur, l'artiste, interprète, et le producteur du phonogramme s'il s'agit d'un enregistrement. Donc il faut payer tous ces gens-là. Et on va les faire payer. Alors, c'est vrai que même personnellement, c'était ma première idée, celle qui venait le plus naturellement. Mais c'est bien beau de récupérer l'argent de la part de OpenAI et de tous ses copains. Mais une fois qu'on a récupéré l'argent, il faut bien le redistribuer. Et c'est là qu'on a un souci, parce que pour pouvoir le redistribuer, il faudrait déjà que l'intelligence artificielle soit capable, chaque fois qu'elle produit de la musique ou du texte, de citer ses sources. Auprès de qui s'est-elle inspirée pour pouvoir sortir ce truc-là. Et en supposant que très rapidement, une intelligence artificielle généraliste sera entraînée avec la totalité du patrimoine culturel de l'humanité, ça veut dire qu'on va se retrouver avec une liste de centaines de milliers, peut-être de millions de personnes, dont la majeure partie sera décédée depuis plus de 70 ans, ce qui veut dire que les œuvres en question sont dans le domaine public et il y a de droit à payer à personne. Et quand bien même il resterait des personnes qui pourraient toujours aujourd'hui légitimement réclamer des droits sur cette utilisation qui est faite pour l'entraînement des intelligences artificielles. Et en supposant que l'œuvre produite par l'intelligence artificielle soit le plus gros succès commercial de l'histoire du disque, mieux que Michael Jackson, les Beatles et Elvis Presley réunis. Si il faut répartir les sommes qu'on récupère entre 5 000, 10 000, 20 000, 100 000 personnes, il restera combien à chacun? Est-ce que ça lui permettra de payer ses factures à la fin du mois et de vivre avec ça? Pas sûr. Donc ça pose un petit souci quand même. Et puis il y a aussi cette affaire du clonage des voix qui commence à devenir assez à la mode. Alors ça c'est chouette, puis c'est marrant comme tout. Et pour l'instant ça défraye la chronique parce que les gens qui ont utilisé les voix des autres pour les mettre dans leurs propres morceaux l'ont fait et l'ont dit. Mais qu'est-ce qui se passerait si quelqu'un utilise la voix de quelqu'un d'autre avec ces techniques-là et puis dit rien à personne? Comment on va faire pour le savoir? Et plus encore, comment on va faire pour le prouver? Là, il y a tout un tas de questions. Est-ce qu'il faudra utiliser des intelligences artificielles qui servent à détecter les sons qui auraient été traités par une intelligence artificielle? Peut-être, on ne sait pas. Mais en tout cas, ça c'est, là encore, une piste qui n'est pas gagnée. Et puis sans compter que je suis convaincu, parce que j'en connais déjà au moins un, que certains artistes qui ont eu une carrière assez longue, qui ont fait beaucoup de concerts, qui ont beaucoup abîmé leur voix dans leur vie, aimeraient bien pouvoir retrouver la voix qu'ils avaient il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, peut-être plus, sur leurs nouveaux enregistrements. Comme de la chirurgie esthétique, mais pour la voix. Ça, cela, j'ai beaucoup de mal à imaginer qu'il n'y ait pas un certain nombre d'artistes qui ne résistent pas à la tentation. Donc ça encore, ça va poser un certain nombre de questions, puisqu'il faudra voir comment ça peut se passer. Et puis l'autre question qui se pose sur cette histoire d'entraînement de l'intelligence artificielle, c'est qu'après tout, un être humain, quand il vient au monde, c'est dans un endroit particulier, dans une famille particulière, à un certain moment de l'histoire particulier. Et en grandissant, cet être humain va être imprégné par tout ce que sa famille, ses professeurs, la société va lui donner comme influence. Est-ce qu'il serait légitime de demander à un musicien, quand il a composé une œuvre, de citer ses sources, de citer quels ont été les autres compositeurs qui l'ont inspiré dans sa vie et qu'il faille les rémunérer?
Alors pourquoi on le demanderait à une intelligence artificielle alors qu'on ne le demande pas à un être humain? Pour l'instant, on a une jurisprudence qui s'oriente vers le fait de ne pas reconnaître du tout de droit de propriété intellectuelle à une œuvre générée par une intelligence artificielle. Alors plus récemment, aux États-Unis, il y a eu une mise au point là-dessus en disant qu'il fallait faire la différence entre les œuvres qui sont entièrement générées par une intelligence artificielle et celles où l'intelligence artificielle n'a servi que d'assistance à un être humain qui a pris des décisions d'ordre créatif. Mais là encore, la frontière est difficile à cerner entre les deux parce qu'il n'y a aucune œuvre qui soit générée entièrement par une intelligence artificielle. Il y a bien à un moment donné un être humain, même s'il n'est pas musicien lui-même, si on reste simplement dans l'intelligence artificielle générative de musique, même si la personne qui a fait le prompt n'est pas elle-même musicienne, malgré tout, il y a quand même des instructions qui ont été données. Donc là encore, est-ce qu'il ne serait peut-être pas plus pertinent d'un point de vue économique de dire que cette personne-là, celle qui a donné les instructions, devient en fait le titulaire des droits d'auteur de l'œuvre, ce qui permettrait en fait de faire payer un plus grand nombre de personnes pour l'usage de cette œuvre. Alors que si on dit ah ben non, c'est généré à 100% par une intelligence artificielle, donc il y a zéro droit à payer, là d'un seul coup, ce qu'on a vu tout à l'heure, il y a tout un tas de personnes qui se retrouvent à dire bah tiens très bien, moi je prends ça, finalement ça m'arrange, et comme ça me coûtera beaucoup moins cher. Alors que si l'être humain qui fait la demande devient titulaire du droit d'auteur, même s'il est salarié d'une entreprise, alors là bon, il y a la question des auteurs salariés, mais là encore, il y a une carte à jouer, hein. Plus dans l'intérêt économique que dans l'intérêt de l'idée qu'on peut se faire de l'art ou de la création artistique. Je déteste le mot création, de la production artistique. Mais pour l'instant, on ne sait pas. Là, il faudra attendre des mois, des semaines, des années peut-être. Et c'est là le problème aussi, c'est que le rythme de la justice, ça fait depuis l'apparition d'Internet à la fin des années 90, on voit bien que le rythme de la justice, qui est toujours assez lent, et heureusement, bien souvent, mais n'est pas tout à fait compatible avec le rythme de l'évolution technologique qui est très rapide. Et là, on voit bien qu'on est rentré encore dans un mode turbo au niveau de l'évolution technologique, et la justice, si elle garde son train habituel, risque d'avoir du mal à suivre. Donc tout ça va nous occuper encore pour pas mal d'années. Non, mais en conclusion, je voudrais juste un peu raconter pourquoi moi je trouve ça quand même globalement enthousiasmant, ce qui est en train de se passer. La première chose, c'est que ça peut collectivement nous faire réfléchir sur la notion même d'intelligence, et en particulier sur la façon dont il nous est demandé d'utiliser notre intelligence à la fois à l'école et au travail, parce que l'école est l'antichambre du travail dans notre société, qui est une société industrialisée, qui est une société productiviste. Le productivisme, ça veut dire qu'on réinvestit les gains de productivité dans la production elle-même. C'est-à-dire que si, par exemple, en une semaine, vous êtes capable de fabriquer 10 produits, et que d'un seul coup arrive une nouvelle technique qui vous permet de fabriquer 10 produits, non plus en une semaine, mais en 2 jours. Qu'est-ce qu'on fait des autres jours? Et pour l'instant, collectivement, en tant que société, ce qu'on a choisi de faire, c'est de dire on va produire plus. Puisque ça veut dire qu'à ce moment-là, on peut en produire 25 par semaine, donc on va en faire 25, et on va bosser de plus en plus. Mais peut-être que c'est plus nécessaire. Peut-être que dire, voilà, moi mes trucs, j'arrive à les faire en 2 jours, très bien, le reste de la semaine, je vais faire de la musique, de la peinture, je sais pas quoi, de la pâtisserie, je vais passer du temps avec mes amis, avec ma famille. Ça serait ça, réinvestir les gains de productivité dans l'humain. C'est ça d'ailleurs que beaucoup d'économistes espéraient à l'époque. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Et là, en plus, il y a la pression du changement climatique. Ça peut nous amener à réfléchir aussi sur cette distinction que je faisais tout à l'heure entre l'intelligence et la mémoire. Là encore, ça peut nous interroger sur véritablement la structure de la société dont tout le monde dit qu'elle commence à être un peu fatiguée, et parfois, il faut bien l'admettre, un peu fatigante aussi. Donc, est-ce que ce n'est pas l'occasion de sérieusement envisager de passer à autre chose? Même si on pourra toujours avoir du plaisir à faire de la musique, à se produire sur scène, au contact direct du public, est-ce que la musique enregistrée
par contre, pourra continuer à être une source de revenus suffisante à elle seule? Parce que ça, c'est Lawrence Lessig, qui est un juriste américain, l'auteur des licences Creative Commons, qui avait dit ça devant l'OMPI il y a bien des années maintenant. Il a dit « Ce moment de l'histoire où la musique enregistrée, la musique et la production culturelle en général n'a jamais été aussi concentrée, aussi professionnalisée. C'est la deuxième moitié du XXe siècle. Mais c'est une parenthèse dans l'histoire de l'humanité. Et là, la parenthèse, peut-être que cette intelligence artificielle est en train de la refermer, non pas par sa puissance en elle-même, mais par la puissance des outils qu'elle donne à tout un chacun pour pouvoir faire une petite chanson marrante pour endormir ses enfants le soir ou simplement pour faire marrer les copains. Une fois encore, on verra bien. En tout cas, si vous m'avez suivi jusque-là, bravo, parce que c'était pas évident. Et comme d'habitude, il ne me reste plus qu'à vous dire merci pour tout. Encore bravo. Et à la prochaine fois.